Alors qu'est-ce que tu fais là? Je vais créer une méga butte pour les pommes de terre. Ça permet de ne pas avoir à les buter. Oui, parce que tu vas les planter très profond. Voilà. Tu vas la faire beaucoup plus haute que ce qu'on a fait en bas, c'est ça? Oh, comme l'année dernière à peu près. D'accord. Et après on va mettre de l'herbe. Oui. Alors là, on est dans le potager du haut. Alors on a tout découvert pour que le sol puisse se réchauffer. Et malheureusement, ces derniers temps, on a eu des nuits à -6 et des vents très très forts. Ce qui a fait qu'un peu la terre a séché. En surface seulement. En surface. Oui. Bon, ça c'est pas bien grave puisque on sait que les pluies ne sont pas terminées pour la saison. Donc, mais là le plus important c'est surtout que la terre se réchauffe pour pouvoir. Ça j'aime bien ça. Alors, c'est du mycélium. Voyez. Et c'est avec ça qu'on fait pousser nos légumes. Le pied de pomme de terre, il va coloniser là-dedans. Ouais. Avec un bon paillage. Alors bien sûr, paillage, ça sera tonte et paille. Et broyat. Et broyat, ouais. L'année dernière, on avait fait énormément avec la tonte. On avait mis beaucoup de tonte. Bon, on va refaire. Plein de vers de terre, hein. Je suis désolé. L'avantage aussi, c'est comme ça avec la pêche, je les tue pas. Puis ça y fait du bien, non? Aussi au sol de ce... Ah mais tant qu'il bouge, le problème c'est que les strates en fait, elles sont bouleversées là. D'accord, oui. Mais c'est le truc de la pomme de terre ça. Ouais, ça bouleverse un peu, mais ça c'est sous chaque rotation de la pomme de terre. Oui, mais du coup là, comme tu vas amender ton allée, que tu vas apporter de la paille... Ça va enrichir. D'accord, donc ça va enrichir. Et quand je vais ouvrir la butte après, Ouais. pour faire la récolte, eh ben, je vais reboucher l'allée centrale. D'accord. Parce que toi, tes allées, oui, parce que nos allées, on les enrichit. Ah oui, on enrichit chaque année nos allées. Oui. Voilà. Et donc en fait, si tu veux, là d'accord, on est d'accord, tu décaisses. Mais du fait que tu vas apporter derrière de l'herbe, de la paille, du copeau et tout ça, ça enrichit le sol. Donc en fait, si tu veux, tu enrichis plus en profondeur ton sol. Donc ben là, ce que tu vas mettre là-dessus l'année prochaine, là-dessous, ça sera beaucoup plus profond. J'évite de trop retourner le sol. Hein. Là, c'est parce qu'on fait de la pomme de terre. La pomme de terre, j'ai pas le choix. Oui, non, mais là, ce que je t'expliquais, c'est que ce que tu vas mettre quand tu vas casser ta butte pour récupérer tes patates, tes pommes de terre, tu vas le remettre dans ton allée. Ouais. Mais ça veut dire que l'endroit principal où était la terre à l'époque, il sera plus enrichi en profondeur. Vois-tu? Je n'arrive pas à m'exprimer. Oui, c'est ça. Peu de choses près, c'est ça. Et est-ce que de décaisser, imaginons une allée comme ça, qui est quoi, elle doit faire une largeur de pied quoi, est-ce que c'est très grave? Non, dans la mesure où c'est pas tout le potager, c'est une rotation pour la pomme de terre quoi. Donc on peut se permettre sur des petites surfaces. Oui. Oui, et puis l'année c'est surtout quand en fait ils font des hectares et des hectares en labour, des trucs comme ça, où là ça devient très dramatique en fait. Oui, bien sûr. Puis là aussi le truc qu'il y a, c'est qu'en même temps, ça fait un peu comme un coupe-feu dans une forêt. Ouais. Là, les rongeurs, ils vont pas pouvoir passer de là à cette parcelle-là. Ouais. Ils peuvent pas en dessous, c'est beaucoup trop dur. Ouais. Donc ils vont devoir détourner. D'accord. C'est le bois là-bas. Et en passant sous les bois là-bas, ils sont vulnérables aux prédateurs. Ils sont vulnérables aux prédateurs. D'accord. Donc c'est pour ça que chaque année, je mets au moins une à deux buttes comme ça à pommes de terre dans le potager. D'accord, ouais. Pour éviter d'avoir trop, là tu vois, on a planté il y a 10 jours là, dans cette parcelle. Ouais. Et déjà on commence à avoir les ratopiers qui commencent à remonter. Oui, c'est vrai, ouais. Alors que là, ils sont un petit peu coincés quoi.
Il reste dans les 15-20 premiers centimètres de la couche arable du sol. Oui, parce que je sais que ça fait... sur ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais en fait, c'est quand vraiment on parle d'hectares labourés que là, ça devient dramatique. De faire ça chez soi, imaginons, on n'a aucun impact sur l'environnement, quoi. Franchement, quand j'étais gamin, on cultivait un potager familial. Chaque automne, on mettait un coup de motobinaise. Et chaque printemps, on remettait encore un coup, cette fois-ci de motoculteur. La motobinaise qui est plus légère que le motoculteur. Ça, c'est avec les fraises, c'est ça? Voilà, il y avait une fraise et un rotavatant. D'accord. On est resté sur place pendant plus de 20 ans. Ouais. Pas spécialement d'amendement. Pendant plus de 20 ans, le potager l'a produit pour toute la famille. Mais vous n'avez jamais passé la charrue ou je ne sais quoi là, non, le labour. Mais après, en fait, ce qui se passe, on délave les sols, on déstructure les couches du sol avec une charrue quand on va faire un champ comme celui-ci. Voilà, l'eau elle va glisser de partout, elle va apporter toute la couche arable du sol, ça va se rincer. Mais nous, en tant que petit particulier, c'est un champ qu'on va avoir 4 mois, 5 mois dans l'année. Ah, une terre comme ça, là, je vais la cultiver pendant, allez, on va dire 6 mois maximum, mais 6 mois d'année, elle est totalement au repos, avec des amendements par-dessus. En aucun cas, ça vient se lessiver par sur les caniveaux. Là-bas, on a les buts. On a les buts, tout glisse en fait. Ça glisse dans les buts, ça reste dans le terrain. Ça se lessive pas dans les caniveaux. Donc à la grande limite, ceux qui passent la charrue chez eux, ouais, pour décompacter une terre qu'ils n'ont pas cultivée de toute l'année. Ouais. C'est pas bien méchant. Non, c'est pas ça. C'est que c'est peut-être pas top, mais c'est pas ce qui va faire en sorte que la terre va devenir du jour au lendemain complètement stérile et délavée. Oui, parce qu'en fait, le petit particulier la laisse au repos. Nous, on la laisse au repos, la terre. Voilà, d'accord. C'est pas comme nous, ce qu'on a pu se rendre compte, imaginons, quand jeune, on a fait dans le sud, surtout quand on vient du sud de France, on a tous travaillé pour les melons. Ah, les melons, les vendanges. Et c'est vrai que pour faire les melons, ils arrivent avec des grosses machines. Et puis c'est des hectares et des hectares. Et là par contre, là, c'est un réel impact, puisqu'en plus le melon... Oui, donc parce qu'en plus le melon est une monoculture et en plus le melon est toxique pour le sol, c'est ça? Ah oui, comme toutes les monocultures finalement. Mais le melon en particulier, bon, c'est quelque chose qui va épuiser le sol très rapidement. Parce que c'est vrai que chez nous, dans le sud, on a beaucoup de monocultures, que ce soit des vignes ou du melon. Ah bah on a vu le résultat. Hein. Et effectivement, ça vous voyez dans le sud là, vous le voyez pas. Mais quand je dis que vous le voyez pas, c'est que vous le voyez vraiment pas en fait. Vous avez beau creuser, en plus quand vous y arrivez, parce que c'est des sols très durs. Ah ça oui. C'est pas comme là quoi. Et là il a tellement été nourri celui-là que j'ai passé un petit coup de peigne. Regarde, il reste souple encore sur 20-25 cm. Ouais. Et on voit qu'il est foncé. Ici c'est les premières terres qu'on a cultivées en arrivant ici. Ouais. Donc là ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de bêchage, il n'y a pas eu de... Et puis tout ce qu'on a fait tomber, on l'a laissé à même pourrir au sol. Donc ce qui a été, sauf les gros troncs où on les a découpés pour notre chauffage. Mais sinon tout le reste, on l'a laissé se décomposer au sol. C'est sûr qu'il y a un savoir académique et puis après il y a un savoir pratiqué. Au niveau permaculture, c'est chacun son école, chacun son terrain, chacun fait un peu comme il a envie. On s'inspire des vidéos qu'on peut voir d'un gars qu'on connaît pas et au fil de la saison, on peut voir ce que ça donne chez lui, quoi. Voilà, moi c'est pas une vidéo je poste comme ça qu'on verra pas la suite. À chaque fois on voit les résultats jusqu'aux récoltes. Mais en réel, la manière reste la même, tout dépend de tes longitudes, de tes latitudes et tout ça, en fait, et de la terre que tu as. Argile, tout ça. Ça va dépendre de ça, oui. Pour une bonne part. Moi je sais que là je fais de la pomme de terre sur but. Donc il me faut de la terre. Et ensuite on va mettre plein de choses par dessus. Puis pareil, on parle énormément de permaculture, on met énormément la permaculture en avant. Mais les jardins de l'époque des papis, on va dire... Bah, c'était du bio, hein.
Déjà d'une, regarde rien que par exemple le jardin que tout le monde connaît de Louis de Funès. C'est un jardin biologique, traditionnel à la papille. Il y avait un petit coin permaculture et un petit coin biologique, enfin traditionnel. Et ça marchait très très bien. Si tu veux, la permaculture, c'est aussi une philosophie. C'est comment entretenir la vie d'un sol en cultivant l'abondance, en respectant le plus possible la nature. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète des principes initiatiques À la perma. en permaculture. On y comprend bien le précepte. Mais tu peux très bien associer le jardin de papier à la permaculture. Moi, je pense que oui. Mais des puristes te diront que non. Et pourquoi? C'est ça que je comprends. Si quelque chose est prouvé et que ça marche en biologique, à un jardin traditionnel, Mais il y en pourquoi? a beaucoup qui pensent que la permaculture, en fait, c'est la gestion holistique d'un jardin. C'est-à-dire, oh, moi j'ai tout, je mets sport. Le problème, c'est qu'un jardin Comme le jardin du paresseux, c'est ça? Holistique, c'est ce que ça veut dire? Voilà, en quelque sorte, c'est là où l'humain n'intervient plus, quasiment. En D'accord. réalité, un potager, pour qu'il ne ressemble pas à ça, eh ben, il faut un petit peu de travail quand même. Mais tu es obligé d'intervenir, c'est-à-dire que ta tomate, elle est saisonnière. C'est ça le truc. Dans les latitudes où on est, en France, elle est saisonnière ta tomate. C'est ça, mais c'est ça, t'as mis le doigt dessus. On cultive des légumes qui à la base sont déjà tous des hybrides, tous. Une tomate comme ça n'a jamais poussé dans la nature, en fait c'est le fruit d'une association de longue date, comme tous les légumes qu'on cultive, hein, que ce soit les piments, les poivrons, les aubergines, ils n'ont pas atterri comme tels, on les connaît dans la nature quoi. Donc déjà tout est hybridé. Ensuite de ça, on cultive sur des saisons qui sont très accélérées, parce qu'on va sur d'autres latitudes, la tomate elle peut pousser sur un cycle de plus de 2 ans. Bien sûr. Donc en réalité, une gestion holistique, ouais je veux bien, mais alors cultive des carottes sauvages, des carottes blanches, cultive des fraises des bois, et puis voilà. Parce que, mais même sans parler de ça, si par exemple tu plantes ta courgette, elle se ressème, d'accord? Elle se ressème. Ta courgette va au bout d'un moment envahir ton potager si tu n'as pas la même mise dessus, sachant que c'est une plante très vivace. Tout ce qui est curcubitacé. Hein. Oui, donc tout ce qui est curcubitacé, on sait que c'est des plants très vivaces. Et on sait que eux, par contre, leur seul désir, c'est de s'espandre, c'est ça qu'on dit, c'est s'espandre dans le potager. Hein, c'est coloniser en fait. Voilà, la fleur mâle va pousser jusqu'à une certaine distance avant d'avoir une fleur femelle. Donc elle est obligée en fait de coloniser. Et en plus elle refait des racines, elle va se marcoter. Alors du coup, au plus elle prend de territoire, au plus elle a de chance de tomber sur une zone humide. Et il y a beaucoup de légumes comme ça, si on les laisse pousser tout seuls, eh ben, ils envahissent. Ils envahissent ou alors les récoltes sont vraiment médiocres. Un potager pour nourrir, c'est un potager qu'on est obligé d'entretenir. Pour moi, ça coule de source. Bah oui, mais là, mon raisonnement où je voulais en venir, c'est que la courgette, elle va aller envahir. Et elle va arriver à tomber sur, par exemple, les courges spaghetti. Mais à la fin, en fait, ça va s'hybrider, ça va devenir des calebasses. Non, mais de toute façon, ça, il faut déjà se sortir la tête qu'il faut. C'est pas une question que ce soit côte à côte. Si j'ai une courgette ici, et là-bas j'en ai une autre et qu'il y a 1000 mètres d'écart, elles vont s'hybrider. Hein. D'accord. Elles vont s'hybrider, à moins qu'on mette vraiment des gros parterres mellifères de fleurs, que les abeilles elles arrivent à pas se concentrer. Et encore que, si on fait la sélection, il faut vraiment mettre le petit sac à drager pour les marier, sur une fleur qu'on aura choisie, parce que ça va s'hybrider de toute façon. D'accord. Les abeilles elles peuvent aller jusqu'à, je sais plus, je crois que c'est 2-3 km elles peuvent aller les abeilles. Et encore que les abeilles elles sont propres, elles rangent bien le pollen derrière. Ouais. C'est d'autres pollinisateurs qui vont rentrer plein fer dans la fleur. Les mouches, les trucs comme ça quoi. Ah les mouches, hein, les mouches à merde. Hein. Ça c'est un gros pollinisateur, ça la mouche à merde. Hein. On n'y pense pas mais... Il n'y a pas que l'abeille, d'ailleurs l'abeille n'est pas le pollinisateur. En fait c'est un pollinisateur propre. Et en plus, elle t'apporte un nutriment. Voilà, c'est pour ça qu'il... Elle vient récupérer du pollen pour fabriquer après plus tard. Elle transforme, voilà. Voilà, elle transforme les choses et puis... alors que les autres ils rentrent plein fer dedans. D'ailleurs ils ont des poils sur l'abdomen qui va aider la pollinisation, alors que les abeilles elles arrivent, c'est tout propre, c'est 2 petits paquets derrière les pattes à l'arrière. Elles rentrent pas plein fer dans la fleur, elles perdent pas le paquet qu'elles ont déjà
Qu'elles ont déjà construit quoi. Qu'elles ont déjà construit, donc c'est pas elle qui va être les meilleures pollinisatrices. Hein. Elle joue un rôle, c'est sûr. Hein. Mais quand je vois à la télé plus d'abeilles, fin du monde, etc. Déjà les gars, posez-vous les bonnes questions quoi. Sachez au moins de quoi on parle. Si vous parlez de pollinisateurs, je parle pas d'extinction des abeilles. Oui. Ça c'est clair, il y a un problème avec les abeilles. On va se poser maintenant la question d'où ça vient. Voilà. Mais quoi qu'on a des pistes. Hein. La pollution de l'air, etc. Les pesticides, les fongicides. Voilà, les perturbateurs endocriniens, tout y pointier. Mais... Les ondes aussi apparemment. Et quand les mecs ils parlent de pollinisateurs, parlez des pollinisateurs quoi. Ne dites pas qu'il n'y a que les abeilles sur Terre qui font de la pollinisation, c'est totalement faux ça. Mais je pense aussi que c'est par rapport en fait quand ils disent plus de s'il n'y a plus d'abeilles et tout ça, je pense aussi que c'est par rapport aux nutriments pardon, que l'abeille peut apporter, c'est-à-dire par rapport au miel. Ça c'est l'exploitation, ça c'est de l'élevage. Ouais, non mais carrément. Sachant que l'abeille travaille tout l'été et tout le printemps pour mettre en place sa petite ruche et qu'au final elle se retrouve à bouffer du glucose quoi. À la fin elle se retrouve avec du sucre. Un peu cher. Moi aussi je serais énervée quand même. Quand elle va se mettre en grève celle-là. Ah oui. Alors les apiculteurs vont faire la guerre. De toute façon au plus ça va, hein. Au plus elle meurt. Il y a de plus en plus de maladies, les varrois. Ouais, problème de frelons. Et là je viens de tomber sur... Alors ça c'est... Il était profond, hein. Ouais. C'est un morceau de bois fossilisé. Voilà. Qui était à 20 cm. Ça doit faire une sacrée paire d'années qu'il est là. Bon ben pour moi ça commence à me plaire, je vais commencer à tirer tout ça au râteau. Allez. Donc pour toi il est totalement possible de piocher en fait dans le jardin traditionnel à papy ce qui marche et de venir s'inspirer au niveau de la permaculture pour améliorer en fait ce qui... Comment? Ouais, pour augmenter les récoltes. Voilà. Parce qu'en fait on fait pas un potager pour le plaisir d'avoir un potager, on fait un potager déjà parce qu'on a besoin de bouffer. Après c'est bien entretenir la nature tout ça, ben, le meilleur moyen de l'entretenir c'est de ne pas y toucher. Hein. Et à partir du moment où je viens imposer à la nature un potager qui va me nourrir, forcément j'y touche. Donc à un moment donné c'est un peu contradictoire. Oui donc rien que là en fait c'est la transformation. Ah bah oui, je transforme un écosystème, un biotope pour, surtout que regarde... pour la servir parce que dans la mentalité, en fait, dans la philosophie de la permaculture c'est que j'enrichis un milieu pour qu'il me soit favorable et qu'il soit de plus en plus fertile. Donc c'est pas forcément contradictoire, mais si je veux le moins impacter un environnement, ben, j'y touche pas du tout quoi. Et puis ça se transforme en taillis, ça se transforme déjà en prairie. Après les herbes, c'est tout un cheminement qui fait que d'une terre comme ça, il va y avoir des premières petites herbes, des petites pousses, des petites touffes, des petits buissons, des jeunes arbres, des arbrisseaux, un taillis et un bois. Petit à petit quoi, l'oiseau fait son nid. Et parce que regarde, quand on voit la majorité des gens en France, l'été, c'est vrai, c'est la plante numéro 1 de l'été, c'est la tomate. C'est la star. C'est la star de l'été. Mais la tomate, elle n'est pas française, enfin, elle n'est pas originaire de la France, enfin de nos latitudes et de nos longitudes. Ah ouais. Ça veut dire que déjà, on l'a travaillé pour qu'elle puisse survivre à notre milieu à nous. Ouais, disons qu'on va aussi un petit peu la booster quoi. Ouais. Voilà. Mais réellement en France, en fait, qu'est-ce qui devrait pousser l'été? Les légumes anciens. La patate, la topinambour. Ouais, des choses comme ça. Le rutabaga, le navet. Mais on n'aurait pas des fraises. Les fraises si, les fraises des bois. Mais on n'aurait pas en fait... Les trois quarts des légumes qu'on cultive au jardin. Ouais, voilà. C'est tout à fait ça. Bon, on est reparti pour une vidéo longue là, si je comprends bien. Non, c'était un moment philosophique que j'avais envie de vivre. Philosophe. Hein. Allez, je vais commencer à remonter un peu. Je pense qu'on pourrait en tirer quelque chose de pas trop vilain. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis après, il y a les gens qui viennent commenter et tout, qui s'y collent dedans. Après, c'est repris sur le Discord aussi. Comme d'habitude. Hein. Mais j'avoue que c'est important de... Et tu peux récupérer la natte de l'ancienne... Mais c'est vrai que c'est important avant de parler de permaculture, de s'intéresser surtout à... Déjà bien cerner ses propres besoins. Déjà ça, et puis de s'intéresser... Nous, ce potager, il doit nous nourrir.
Ce potager, il est obligé de nous nourrir. On n'a pas d'autre solution. Si on ne produit pas, on ne mange pas. Donc à un moment donné, il y a des préceptes, il y a des concepts, il y a toutes ces choses-là qu'on veut, il y a des philosophies, il y a des dogmes, il y a tout ce qu'on a envie, c'est bien. Mais à un moment donné, ben moi il faut que je bouffe. Et du coup, ben, quitte à faire appel à plusieurs techniques, je trouve celle qui est la plus adaptée et la plus sympa. Non seulement pour mon temps de travail, le temps que je peux y accorder, pour mon jardin, pour mon environnement et pour ma perception personnelle. Pour ce que j'entends, ma propre éthique. Oui. Voilà, comment je ressens mon environnement. Et moi je trouve que la permaculture, sous toutes ses formes en fait, elle est bénéfique. Et... Qu'on fasse un potager à la papille désherbé, qu'on cultive dans les ronces, qu'on cultive dans les orties, que quoi qu'on fasse, quand on cultive, on fabrique un milieu favorable à des récoltes, à des cultures. Donc on crée un milieu artificiel. Ça c'est clair et net. Dès que l'homme intervient, c'est artificiel de toute façon. Donc, oui, oui, voilà, oui. là ce que je fais là, c'est bien une butte artificielle. Hein. C'est de la terre naturelle, c'est un râteau que j'ai fabriqué moi-même, enfin, oui. je mange du moins. Parce que bon, ce râteau il a déjà plus de 30 ans, hein, celui-là. D'ailleurs la marque elle n'existe plus, ça fait longtemps. Mais sinon, moi je pense que voilà, tranquillement, il faut se poser les bonnes questions, savoir pourquoi on le fait, et faire les choses avec logique quoi. Et surtout avec conscience. Savoir que si on va traiter avec du Roundup, qu'est-ce qui va se passer quoi. Parce que si on n'est pas au courant de ce qui se passe, forcément, on le fait. Ben, on s'en fout. Mais dès qu'on le sait après. Mais bon, le Roundup de nos jours, je pense que plus personne n'est vraiment naïf là-dessus maintenant. Hein. Et d'après toi, alors peut-être que ça on va supprimer, je sais pas, mais si tout le monde faisait de la permaculture, ça nourrirait la France? En France, je te parle. Si tout le monde avait un jardin? Peut-être pas tout le monde avoir un jardin, mais si par exemple déjà tous les gros agriculteurs. C'est pas possible. Alors pourquoi? Qu'est-ce que... Il y aurait déjà du travail. Il y aurait du travail, c'est surtout que avec les machines-outils, on peut pas faire de la permaculture à proprement parler, parce qu'on passe avec des tracteurs, on passe sur des monocultures. Ouais. À un moment donné, il y a quand même pas mal de bouches à nourrir. Et un terrain de 1500 m2 il va occuper une personne hein, à l'année. Hein. Ouais. Donc il peut nourrir avec 1500 m2. J'ai entendu plein de choses, hein, plein de choses. Moi je vois que sur 1500 m2, on mange à 2 à l'année. Voilà. Il y en a qui disent qu'on peut manger à 4, peut-être au fur et à mesure du temps, mais moi ça fait que 3 ans que je suis sur ce terrain-là, avec cette nature de sol, avec ce que j'en sais de la permaculture. J'ai beaucoup de pertes encore. Mais on mange à l'année. On y mange à l'année. Voilà. Mais par contre, si tout le monde faisait son potager... Ah ben forcément qu'il y aurait un gain d'autonomie, mais... Et puis c'est possible, hein. Parce qu'un petit potager de 100 m2, 100-150 m2, pour au moins produire un minimum de ses légumes, c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Hein. Être 100% autonome, même nous on ne l'est pas, donc voilà, il y en a qui peuvent l'être j'imagine, mais ça va être quelque chose de plus compliqué là. Hein. Donc la permaculture marche, mais à petite échelle. Elle marche pour... Parce qu'on a l'exemple aussi de la Corée du Nord qui fonctionne en permaculture, parce que bon, ils n'ont pas d'autre choix, eux. Et on se rend compte effectivement que malheureusement, ils... Tout le monde crève la faim, hein. Ouais, voilà. Donc ça marche, mais à une petite échelle en fait. À un moment donné, tu es un petit peu dépendant, quoi. Si on a eu une telle croissance démographique, tu sais, les anciens, ils n'étaient pas stupides, hein. Bien au contraire, ils étaient plus intelligents que nous. Hein. À l'époque, c'était pas l'idiocratie de maintenant. Hein. Si les anciens, ils cultivaient comme ils le faisaient, je crois qu'il y a beaucoup de vent aussi. Hein. C'est pas nous, les petits jeunes, qui avons réinventé une façon géniale de cultiver la terre qui va sauver de la faim dans le monde. Hein. Ça, je pense pas. Hein. Les anciens n'étaient pas bêtes. Hein. Eux, ils devaient, s'ils cultivaient pas, ils mangeaient pas. Hein. Il n'y avait pas de magasin Shopee de partout comme ça dans les rues. Et avec la méthode à papy? Ben, c'est des potagers anciens qui faisaient. Hein. Après, ils étaient en bio, les mecs. Ils entretenaient un terrain, quoi. Oui, mais par exemple, quand l'ère du motoculteur est arrivée, c'est-à-dire vers les années, je crois, 1940. En fait, on a commencé à avoir une explosion démographique. Dès qu'on a lancé l'agriculture l'agriculture intensive comme ça, en débocant, en enlevant toutes les... En commençant à créer tout ce qui était subdivisé, à créer des grandes parcelles, à mettre le tracteur en place. Forcément, plus de nourriture. Croissance démographique, à cause du pétrole. Donc le jardin
à papy, par exemple, juste un mec avec un motoculteur Ouais, il peut manger, hein. qui a 1 hectare par exemple, on va prendre 1500 mètres carrés comme tu as pris pour la permaculture comme exemple. Sur 1500 mètres carrés avec un motoculteur, des trucs comme ça et Il tout. a une grosse part d'autonomie hein, pour lui et sa famille. Hein. D'accord. Avec un motoculteur, forcément que il peut prendre plus. Ouais. Nous, c'est 1500 mètres carrés à la main. Avec un motoculteur, je pense que tu peux monter à 2-3 000 mètres carrés. Avec un petit peu d'essence. Et donc il mangerait facilement à 4 ou 5 personnes quoi. Là, il mangerait forcément plus, oui. Dès qu'on motorise, de toute façon, dès qu'on met du pétrole, hein, tu multiplies la valeur du travail humain. Parce qu'à l'époque quand même, avec les chevaux, les bœufs et tout ça là, ils arrivaient quand même Ah bah oui, hein. à faire... Bon, c'est vrai qu'au niveau démographie, on était beaucoup moins, mais... Et encore, j'étais même pas là pour le voir, alors. Oui, moi non plus, mais ils arrivaient quand même à faire des choses assez spectaculaires. Ils arrivaient à bouffer, à produire, à vendre. Regarde. Regarde. Si ça, c'est pas la permaculture. Voilà. Beau petit chou frisé, là. Dans son enrobage de feuilles et de fleurs. Ah, ouais, tout ce qui monte en graines, là. Là, voilà. Ça, c'est pas bon à manger, mais t'inquiète pas qu'il y a des insectes qui vont venir manger ça. Une belle petite pomme pour faire la soupe, et là, pareil, à côté. Cette parcelle a été ravagée. Ravagée par les mélos. C'est dur, là. C'est dur quand ça en peut plus. Pourtant, ça a été nourri. Et pourtant, c'est avec un couvert végétal. C'est avec un couvert végétal de partout. Il suffit juste d'écarter un peu. Hein. Voilà, j'écarte un petit peu. Ça, c'est dur, ça. Je peux rien planter, moi, là-dedans. Je peux rien faire, c'est très très dur. Je peux même pas. Voilà, les racines sont toutes petites. Ça plonge pas. Ouais, c'est la permaculture, c'est sûr. Et le sol, il y a toujours été en permaculture ici. Il y a toujours eu des couverts végétaux. Ça fait 3 ans maintenant que c'est cultivé comme ça. Il y a encore les anciens apports. On les voit encore, c'est du bois. C'est du bois qui tombe en ruine, quoi. Tout était mangé. Le sol, il est vivant. Et c'est pas pour autant que je jette ma main comme ça dedans, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le sol, il y a les pluies, il se tasse. Et c'est comme ça, quoi. Après, en profondeur, il va rester. Il est riche, c'est un sol qui est riche. Les meubles, ouais. Voilà. C'est un sol qui est riche. Meubles, je sais pas, mais en tout cas, on voit bien que c'est un sol qui est vivant. On voit bien que. Voilà. Quand on voit ça, on a compris ce que c'est. Hein. Ça, c'est les vers de terre. Les turicules, ouais. Voilà, celui-là, il est au repos, ça fait 6 mois, 6, 7, 8 mois. Ça fait 8 mois. D'ailleurs, on voit bien là. Lui, il monte carrément à graine. À côté. Mm. Il était envahi comme ça, tac. On ne le voyait pas. Et ça, en fait, ça c'est mon futur amendement. Dès que les fleurs sont tombées. Moi, j'ai pas envie que ça se ressème. J'ai pas envie. Ça va être mélangé, il y a tout là. Là, il y a du panais, il y a du radis, il y a du radis d'Ilijou, il y a du radis chinois. Il y a un peu de tout là. De la salade. Ouais, mais encore qu'il va pas s'hybrider avec ça. Mais moi, j'ai pas envie de commencer à cultiver plein d'hybrides. Alors là, j'attends un petit peu. Parce qu'il est en fleurs et tout. Puis pour les pollinisateurs, voilà, pour qu'ils aient à manger. Parce Dès que qu'ils là- sortent en fait. Là, voilà, ça reprend, premier soleil, il sait ce qu'il cherche. Et puis après, hop, je rase tout, je le mets au sol, couvert végétal, et là, de suite, la terre, boum, elle va redevenir souple, tous les petits auxiliaires vont venir. Voilà, on commence même à avoir des fabacées, il y a plein de fabacées là qui poussent tout seuls. Il y a différentes plantes là, il y a des kénopodes là-bas, il y a des. Voilà, il y a des achillées, il y a même des céréales là-bas, j'ai vu qu'il y avait des céréales. Voilà, c'est un sol qui est riche. Il y a du pourpier. Il y a de la bourrache. Elle est là la bourrache. Il y a des fixateurs d'azote de partout. Voilà, c'est un sol qui est vivant, qui est plein de vie, ça. Mais c'est un sol qu'il va falloir que je vienne. J'ai besoin d'y cultiver cet été, là, dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai fait mon couvert végétal pendant tout l'hiver, j'ai nourri le sol pendant toute la saison. À l'automne, je le renourris. Là, j'ai mis de la cendre, j'ai mis des copeaux de bois, j'ai mis de l'herbe, de la tonte. Puis ça a repoussé, j'ai ressemé par-dessus.
pourrait presque appeler ça un faux semis, mais ça n'est pas un. Puis là maintenant je vais tout raser et je vais le broyer tout simplement quoi. Je vais broyer tout ça. Puis on va venir aérer là, avec une petite fourche, une groulinette, on va aérer le sol et puis hop, casser les mottes, passer le râteau, passer le peigne. Puis la terre sera souple, profonde, riche, meuble, aérée, fertile et puis humide. Et là on va venir planter donc mais tout ce que les plantes ont pris de ton sol, qu'elles ont eu besoin pour grandir, se nourrir et tout ça, quand tu les fais tomber à ton sol, elles le retransmettent ou pas? Elles donnent plus. Parce qu'en fait elles drainent dans le sol. Il y a tout un processus qui fait que eh ben, ça remonte des nutriments, ça remonte des minéraux en fait. Et au plus on fait ça, au plus on emmagasine de la matière nutritive. En fait il y a de la roche en dessous. Et elles arrivent à drainer. Et puis il y a tout un cycle. Il y a tout un cycle avec la fabrique de la chlorophylle, la fabrique de l'énergie. Et tout ça en fait, elles accumulent en fait l'énergie du soleil qu'elles transforment. Il y a des sucres, des choses comme ça qui vont faire tout. C'est tout un ensemble de choses qui s'imbriquent les uns dans les autres pour créer en fait un sol fertile et riche. Alors si je prends ça, je vais le mettre ailleurs, ben, ça va manquer au sol là. Mais c'est parce que si, par exemple la pomme de terre, on te dit de ne pas la cultiver 2 ans de suite, c'est ça, ou 1 an de suite? Ça je suis pas d'accord. Nous on a cultivé pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans de suite la pomme de terre au même endroit et tu as bien vu qu'il se passait rien. Il faut laisser la terre au repos, il y a des cycles. Il y a des cycles. La pomme de terre en fait, elle va, comme toute n'importe quelle plante, elle va prendre ce qu'elle a besoin dans le sol et elle va laisser le reste. Donc en fait, l'idéal c'est qu'une fois qu'on a cultivé la pomme de terre, par exemple, on va venir y mettre du navet. Parce que l'un a laissé ce que l'autre a besoin. Donc en fait on a de bonnes cultures. Et après je remets la pomme de terre l'année d'après, je refais un cycle, je fais des rotations comme ça. Le mieux c'est faire des rotations de culture. Mais si on a un tout petit jardin, qu'on va absolument faire la tomate à cet endroit là, ben, il faut faire des amendements. Le sol il s'appauvrit tout seul. Oui, parce que même les pommes de terre par exemple, tu les déterres, tu enlèves la pomme de terre, mais les tiges et tout ça tu les laisses sur place toi? Ah moi je laisse tout. Bon, qu'est-ce que t'en penses cette petite butte là? Je la tire encore un peu? Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. On parle, on parle, on parle. On avance pas beaucoup là. Hein. Faut pas que je tire beaucoup plus parce que... Ouais là ouais. Faut qu'on puisse passer après. On a été vraiment dans la philosophie aujourd'hui, voilà. Non, on discute, c'est bien. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient ça, comme il y a des gens qui apprécient les vidéos courtes. Hein. Il y a des gens qui apprécient les vidéos, les bonnes astuces, d'autres qui apprécient les vidéos qu'on développe du potager de A à Z là. Puis j'avoue que bon, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de choses encore à apprendre. Hein. Puisque toi, c'est vrai que ça fait des années que tu cultives. Moi, ça fait 35 ans. Hein. Voilà, moi, je t'ai toujours un petit peu regardé cultiver, mais c'est vrai que... Et je suis très curieuse de nature, donc c'est vrai que je pose pas mal de questions. Bon, on a eu des bons retours par rapport à tes questions, les gens ils aiment bien. Enfin, disons qu'il y a une partie des gens qui aiment bien avoir des vidéos très longues. Et d'autres qui n'aiment pas, hein. Ils viennent, ils regardent et puis ils se barrent tout de suite. Même parfois ils posent un pouce négatif sans dire bonjour, au revoir. Ah ben posez des pouces négatifs, je m'en fous. Moi mon contenu il est fait. Là si on m'avait pas imposé ces pubs là, il n'y aurait même pas de pub, j'en voulais pas. Moi je suis même pas là pour l'argent. Hein. C'est sûr que c'est sympa, ça peut arrondir un peu, mais j'ai compris depuis longtemps que c'est pas ça qui allait me faire bouffer. Hein. Là je fais ça pour partager. En tant qu'anonyme, ça me va bien. Je permets à tout le monde de reproduire les gestes que je fais là, en détail, de voir le résultat de ce qu'ils apportent, ces gestes. On va jusqu'aux récoltes, on fait quelque chose, on va jusqu'aux récoltes. On essaie de garder des titres qui sont assez clairs, des sujets bien développés. La terre est généreuse. Enfin, c'est vrai que quand tu trouves des bons trucs, c'est vrai que tu aimes bien les faire partager aux autres pour pas qu'ils se... Ah ben on a pu se casser les dents nous aussi en essayant des choses. Pour éviter la pénibilité et surtout la déception, parce qu'en fait c'est vrai qu'au potager... Il y a beaucoup de déceptions. C'est ce qui démotive en fait, c'est l'échec.
Et la déception? Tu vois, ça, c'est une petite blette. Mm. Elle est l'année dernière. Elle a raciné. Tu la plantes, elle va monter en graine celle-là. Si tu veux la mettre quelque part. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont déçus parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose et qui baissent les bras et tout ça. Ah ben moi le premier. Hein. Mais en même temps c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On n'arrive pas à un chef-d'œuvre d'entrée, il faut d'abord faire des brouillons avant de... Nous j'avoue que la première année Catastrophe. où tu as fait ça... Tu croyais pas qu'on allait bouffer hein? Ah, bah d'ailleurs la première année ça a été un peu compliqué hein, pour manger. Et puis maintenant bah, ça fait presque 10 ans et on mange, ça y est quoi. C'est réel. C'est ça qui est... Ben, après voilà, après on est passé par toutes sortes de phases. Hein. On va abandonner, on va arrêter. La cause est nuisible. C'est mieux d'aller à Viclair acheter sa salade. Mais j'avoue que ouais, après c'est de l'autosatisfaction en fait. Allez voilà, la butte est faite. Alors vous voyez, il est très perfectionniste. Hein, c'est comme une maison, s'il y a des bonnes fondations. Ah ouais non mais là c'est vachement perfectionniste à fond quoi. Et oui. Il donne tout ce qu'il a. Mais non. Ça me régale. Ça va faire quelque chose qu'on faire bien. Exactement. Sinon on fait rien du tout. Et puis on a du temps, on est en confinement. Voilà. Ouais, mais je remarque que plus ça va quand même, plus tu l'étales. Et oui, je l'étale, bien sûr que je l'étale. Et toi c'est de la hauteur que tu cherches. Ah bah non, ça y est, j'en ai de la hauteur là. Ah ça Je sais là. pas si tu vois, il y a plus de 30 de hauteur là. Ah bon. Oui, moi je suis la contrôleuse des travaux finis. Ah ça. On remarquerait le sérieux dans le contrôlage. Le potager c'est comme un Mazda. Il y en a un qui travaille et 10 qui regardent. Quoi Mazda? Je sais pas, nous on a toujours dit ça dans le sud. La société Mazda, tu t'en souviens? Tu sais qu'ils font les bords des routes. Hein. Mazda hein. Non. Ils sont en Seine-Sibérie. Non. T'as ça, tu vas pas? Je faisais le ménage là-bas. Ah mais ça je vais pas le laisser tout ça. Oui, non mais oui. Voilà pourquoi aussi c'est le moment de planter ces pommes de terre là. Alors les gens, c'est vrai, hein, t'es très fertinature toi. Tout est fertinature ici. Bah disons qu'en fait c'est quand je vais au magasin c'est ce que je trouve en fait. C'est pas que. Et puis c'est vrai qu'on n'a jamais été déçus. Je sais pas trop. C'est bio et on n'a jamais été déçus. Ouais. Oui, chaque année on préfère fertinature. Il y a peut-être meilleur marché après, je sais pas. Donc, parce que ça a un coût de tout ça. Donc là l'intérêt de sortir les pommes de terre du sac, c'est que ben, on casse pas les germes. Puis les germes on va toujours en sélectionner un en fait. Ah pourquoi là il est comme ça? Ben, de toute façon je vais en sélectionner qu'un seul, hein, ça j'enlève. Il faut qu'il y en ait un comme ça. Mmh. On va le mettre en position du haut. Donc les germes on les prend, on les met de côté. On les met là les germes par exemple. Bon ben 100% de réussite, elles sont absolument toutes germées, plus quelques récupérations de germes qu'on va les jeter dans un tas de terre. Étant donné qu'il y a des germes qui sont racinés, comme par exemple on peut voir là, eh ben ça va donner naissance à un nouveau pied sans problème. Alors pourquoi je les enlève? Parce qu'en fait, tant qu'il est relié le germe à la pomme de terre, il va être tapé dans la pomme de terre. Et je préfère avoir un pied puissant et solide par plan, avant qu'il se pourrisse. Avec un seul germe ça suffit. Et puis même s'il vient à se casser, il y en a un autre qui poussera de toute façon. Oui parce que la patate c'est sa source de nourriture, c'est ça? La pomme de terre, oui tout à fait. Voilà. Allez, je vais aller mettre ça quelque part dans la terre, n'importe où, on s'en fout. Je trouve un endroit cool, là-bas. Tu mets tout d'un coup? Ouais, là je m'en fous hein. Je dois avoir peut-être 100 kilos à semer là. Si c'est pas plus. Ah oui.
Si c'est pas plus, oui. Voilà. On viendra y buter. En temps voulu. Un pied de bolago. Petit pied de bourrache. On va le mettre là, petit pied de bourrache là. Ça repart tout seul. C'est bien la bourrache. Il y en a qui la plantent, nous on en a de partout. Allez. Alors bien sûr, tu vas planter ça avec Le bazooka. le bazooka qui est là. Et oui, il est jamais bien loin. Le patator. C'est comme ça, non, qu'on dit? Le patator. Ouais. Profondeur là. Tous les 25. Un petit pied de patate. C'est souple, on met le germe vers le haut. Hein. Donc c'est pas la première fois qu'on fait cette technique et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas cet outil? Ouais, je vois. Et c'est encore un outil Fertinature, hein, n'est-ce pas? C'est vrai? Ouais. Nous n'avons pas été sponsorisés par la marque. Ah non, ça c'est clair. On devrait peut-être leur demander. Parce que là, franchement, J'avoue qu'on devrait leur demander peut-être un petit sponsor. Parce que tout est Fertinature chez nous. bah, en même temps, c'est la boutique qu'on a la plus proche. Non mais c'est vrai que c'est rigolo quoi. Et en fait, toute cette masse de terre, elle a été posée même sur le sol là. Ce sol qui est déjà souple lui-même. Donc du coup, il y a une sacrée épaisseur là quand même. Hein. J'avoue, ouais. Ben, rien que le cône du patator, il fait combien là? Du bazooka? Lui, il doit faire 30 cm. Non. Oh, j'étais déconcentré là. Ah oui, il doit faire 30 cm. Et là, c'est la spunta. La spunta. Qui veut manger des grosses patates. Voilà. Des grosses pommes de terre. Dites les patates géantes. Hein. Bon, on était sur une butte sandwich qui était à l'autre côté de la serre là-bas. Ouais, mais la spunta est connue pour être des pommes de terre. De beau calibre, ouais. Ouais, ouais. Bon, c'est sûr qu'en cultivant comme ça, on peut pas venir avec un motoculteur et un arrache-patate là. Hein. Là, c'est la fourche. Ouais. La bêche quoi. Enfin non, une fourche, ça va bien. Comment on appelle ça déjà là? La biofourche. Ouais, moi je prends la biofourche. Donc là, l'avantage d'avoir planté profond comme ça aussi, c'est que ça sera à l'abri du gel. Avant que vraiment ils ressortent, il va se passer un petit moment quoi. Ils auront pas froid au tubercule. Voilà. Alors t'en as planté même là des patates? Ouais, j'ai terminé le paquet ici. Ici, il faudra venir buter. Oui. Et la patate, ça craint le gel?
Pomme de terre, ouais. Parce que c'est La vrai. partie aérienne, Ouais. le tubercule, non? Le germe en fait. Ouais, ce qui sort là. La partie verte. Parce que c'est vrai qu'en ce moment là, le temps est. C'est ce qu'on était en train de se dire, est très froid. On a eu des nuits à -6. C'est ça, ouais. Voilà, on a déjà fait un premier sac. Un sac, faut compter à peu près 25-30 kg de pommes de terre minimum. Minimum, hein. On peut monter à beaucoup plus, hein, sur un simple sac. Un sac qu'on va payer plein tarif, on va payer ça 5 € là. Les sacs que j'ai montrés, il y en a des beaucoup plus chers. Hein. Ouais. Après, ce qui va bien, c'est qu'arriver enfin à la limite de planter toutes les pommes de terre, il commence à y avoir des offres super intéressantes. Hein. Ah Tout oui, est oui. germé. Et bien l'année dernière, figure-toi que les géantes, ça a été celle qu'on avait achetée justement en fin de saison. Enfin, en fin de saison, en début de saison de plantation. Voilà, et qui était à -50 ou un Parce truc qu'elles étaient comme un peu ça. trop germées. Voilà, ouais. Et c'est vrai que cette année, avec le confinement, peut-être que on aura de la patate à -50. J'ai lu là qu'en Creuse, apparemment, ils relivrent toutes les pépinières professionnelles, ils se mettent à livrer pour les pros. Donc apparemment, dans pas longtemps, ça va se débloquer la situation là. Du moins, on l'espère. Hein. Parce que les gens, ils sont pas tous comme nous à prévoir leur propre plan, leurs propres graines. C'est ça, ouais, le problème, c'est ça. Déjà, Ben- ça fait presque une saison au niveau des arbres. Mais c'est vrai que chaque année en France, il y a les marchés au plan là, qui se déroulent à avril-mai. Et... Chez nous, ouais. On comptait amortir un petit peu la facture d'électricité et éventuellement l'achat de quelques graines en vendant quelques plants sur le marché. Ouais, ça aurait été sympa pour nous. Mais a priori, il va falloir s'asseoir dessus. Hein. Ça, apparemment, on sera encore en confinement. On va voir. Tu vois le but de faire l'intérêt de faire le dessus bien plat. Ouais, ouais. Tu galères pas à reboucher en fait. Tu gardes la part à boucher et puis c'est surtout que tu as pu mettre une rotation de 3, tu as pu en mettre 3 quoi. Mm. Ça va faire un joli truc là. Puis ça va avoir un aspect un petit peu coupe-vent aussi pour ce morceau là. Surtout qu'ici c'était vraiment le bord où on n'aurait rien fait quasiment quoi. Non, ouais. Donc là ça devient productif, coupe-vent. Ça va être fertiligène pour la prochaine rotation de navets. Ça va être très, très fertile là. Là les navets, après les pommes de terre, c'est juste le bonheur. Hein. Là si vous ne connaissez pas le navet après la pomme de terre, ça pousse tout seul. Il y a plein de petites associations comme ça à connaître. D'ailleurs dans mon potager du mois d'avril, pour la vidéo, je vais essayer de vous mettre un maximum d'associations favorables, puisque au mois d'avril c'est parti. Hein. Là on a lancé le cheval au galop. On commence à semer à tour de bras, à repiquer, à planter. Ah oui c'est parti là. Hein. Ça sera plutôt axé vraiment potager ce mois-ci là. C'est vrai que d'habitude j'ai pour habitude de parler un peu de tout. Là on va vraiment faire quelque chose de vraiment potager. Ben, tu vois voilà c'est fait. Il n'y a plus qu'à recouvrir maintenant avec de la tonte. Une bonne épaisseur de tonte. Elle va se mettre à sécher. On rajoute encore de la tonte. Elle va se mettre à sécher. Et là on met de la paille. Bon alors on n'est pas bien là. Donc voici le gros travail qui a été fait en amont. Simplement que j'ai tout tiré au râteau. Tout. Donc c'est le champ qui a été cultivé l'an dernier. Avec les aliacées. Avec, il y avait les oignons, il y avait l'ail. Il y avait aussi des petits pois. On avait également des fèves. Donc ce terrain l'année dernière il a été nourri. Là vous voyez qu'on a laissé s'écouler à peu près une semaine, 10 jours. Le temps que la terre se repose. Et vous voyez à peu près grosso modo la hauteur des buts. Je sais pas si ça vous donne une idée. Il y a à peu près grosso modo un peu plus de 20 cm, 25 cm. Ce qui permet de pouvoir la planter bien profond. Et ensuite quand elle sera sortie, quand elle sera à peu près à ce niveau là, j'ai pas besoin de m'embêter à buter ou quoi que ce soit. Je vais juste venir remonter un tout petit peu avec le râteau. Pas forcément de la buter comme un dingue. Et le travail se fera très bien comme ça. Et vous voyez qu'en très peu de temps, il y a plein de choses qui ont repoussé au travers là. C'est une bonne chose. Je viendrai pailler les allées. L'avantage c'est que la pomme de terre n'a pas besoin d'eau au départ, au kit starter. Donc là je vais vous mesurer la longueur, ça vous donnera une idée. Ouais, ça donne quelque chose comme ça.
C'est quand même beaucoup de travail, hein. J'ai passé à peu près une semaine pour faire ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je me transfère à côté. 23, 24, 25, 26, 27. Donc ça fait 27. Par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là on a la parcelle où on va planter donc, tout ce qui est être potiron, potimarron, toutes ces choses là. Une belle parcelle là. Et sur le bord on vient de remettre un rang de pommes de terre. Donc ici c'est que les pommes de terre qu'on a de l'année dernière. Donc là c'est pareil, on est sur une grande parcelle qui fait, celle-ci elle est un peu plus longue. Elle fait 40 mètres de long. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, bon, là, ça a été un travail colossal. Là, ici, j'ai mis quasiment une semaine à la rendre comme ça. Donc, tous les jours, un petit peu, des herbes à la main. On vous a mis avec nous pendant un petit moment, mais là maintenant je vais avoir besoin de mes deux mains pour continuer de planter, surtout que le soleil commence un peu à tomber là. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de tout planter, et voire même à la limite je vais filer un petit coup de râteau maintenant, comme ça sera réglé. En plus il faut que je coupe tout légèrement encore. Alors voilà, je reprends la caméra pour vous montrer car on a fini l'ensemble, le total de toutes les buttes. Et pour pas que vous me disiez que je ne vous ai pas montré la technique jusqu'à la fin. Une fois que c'est planté, donc ça ressemble à ça. Avec des petits germes qui sont un coup à droite, un coup à gauche, un coup d'élo, un coup des cours, etc. Je prends le râteau, je racle d'un côté, paf, 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 paf. Et de l'autre côté, paf, 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 paf. Et du coup, il n'y a plus de germes qui ressortent nulle part. Il y a des petits cas exceptionnels de temps en temps, là. Un petit ici, un petit là. De toute façon, ils vont crever avec le froid, avec le gel, ils vont mourir. Ces germes-là, ils vont mourir. Et après on passe un petit coup d'arrosoir. Bon, voilà, c'est terminé là pour ce soir. Enfin c'est terminé, il me reste encore à faire le râteau et il nous reste encore à arroser. Voilà, on arrose comme ça tranquillement. Ça consomme un petit peu d'eau à la plantation et puis après terminé quoi. Et peut-être même que si on a de la paille, on viendra pailler. Bon les copains, bah, écoutez, à vos plantations, hein, et puis de toute façon vous verrez le résultat comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Et comme toutes les années où on fait des vidéos, on vous montre le résultat, vous verrez que ça poussera très bien, il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Voici la plantation des pommes de terre, version 2020, qui ressemble fortement à la version 2019 d'ailleurs. Et ensuite, vous avez vu qu'on ne plante pas de la même façon les pommes de terre toutes neuves qu'on a achetées en filet dans le potager. Voilà, ça c'est celle qu'on a fait nous-mêmes. Bon, je vais quand même vous montrer ça en direct pour que vous voyez comment se recouvrent les germes. Ça sera compris. On voit que les germes sont longs, mais en fait, ah, il faut que je m'en mette de l'autre côté.
je continue vite fait. Par contre je vais aller vite, donc il va falloir que j'avance vite. Voilà. Voilà, un peu physique, mais ça entretient la bonne forme. Vous voyez, maintenant il ne reste plus qu'à passer un coup d'arrosage et puis c'est terminé. Je reviendrai d'ici à peu près 2 semaines pour remettre un coup d'arrosage et éventuellement pailler les allées. On verra ça. Voilà, on a enfin terminé, donc c'est la tombée de la nuit. Tout est arrosé, tout est bien nickel, on a remis droit de partout, c'est buté. Et puis ça fait un sacré taf quoi, mine de rien, 4 heures pour planter tout ça, à 2. Hein. Avec un roulement... maison. Ah voilà. On a retiré les buts, comme quoi il est solide. Hein. Alors le râteau, la vidéo que je vous ai fait hein, justement sur le râteau là, autonomie égale économie. Le râteau qui devait péter tout de suite, de toute façon je suis pas d'accord avec ce que certains ont pu raconter parce que j'ai l'habitude de faire ces outils là. C'est le même, hein, je n'ai pas changé. Donc toujours aussi costaud. Et pour les buts, voilà, à peu près 4 heures de boulot à 2 avec 2 personnes qui savent travailler ensemble, donc qui sont efficaces quoi. Parce que ça fait du boulot, je sais que toutes les premières années où j'ai fait les pommes de terre, j'ai mis peut-être, faire une butte comme ça tout seul, je vais y mettre 3-4 heures, 3-4 heures. Une butte de plus de 20 mètres de long, quasiment 30 mètres de long quoi. Donc là voilà, l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'entretient dans le temps. Voilà. Il faut améliorer les techniques, il faut se perfectionner quoi. Ça pour moi c'est une technique qui fonctionne très très bien pour de la grosse production de pommes de terre. Donc je suis assez content du boulot, ça fait propre en plus, c'est sympa. Moi j'ai pas tiré au cordeau, j'ai tiré à l'œil quoi. On voit ce que ça donne hein, tout simplement quoi. Puis bon il fait nuit, alors écoutez on va rentrer, on va aller rejoindre les copains sur le Discord, comme tous les soirs d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis vous pouvez laisser un petit com et un petit like, ça me fera plaisir. Allez, sur ce, ciao ciao.